truc. Bon, bonjour tout le monde. Donc nous sommes dans la masterclass sur le business model régénératif. On va commencer par un tour de table. Alors, qui êtes-vous? Euh, Qu'est-ce qui vous amène? Et qu'est-ce que vous attendez de cette session? Bon, allez, je me lance. Euh, donc, Damien, j'accompagne des dynamiques de transformation territoriale depuis un petit temps, particulier dans ma région en Wallonie, donc en Belgique francophone, en mettant ensemble entreprises, universités, centres de recherche, etc. Et je crois beaucoup dans l'économie régénérative, euh, avec essentiellement le modèle de Lumia, qui est celui que je connais le mieux. Et donc, je venais ici pour voir quelles étaient la façon dont vous décliniez cette approche avec votre organisation. Voilà. Et bon, les BMC et autres, ça sont des outils que j'utilise depuis très longtemps, mais ils ont leurs limites, Mhm. en tout cas dans la version classique. Voilà. Donc, curieux de voir comment on intègre du régénératif dans un BMC. Voilà, merci. Je passe la parole allez, pour lancer le débat à Camille. Merci. Bon, je vais Moi, couper ma caméra pour ne pas vous donner faim. oui, donc moi, je travaille dans une agence culturelle régionale qui s'appelle Auvergnat Spectacle Vivant. Et je suis notamment chargée de mission sur l'innovation sociale et transition. Et je suis en ce moment en train de m'intéresser un petit peu à des modèles économiques alternatifs. Et j'ai vu qu'il y avait cette présentation. Je me suis dit, bah voilà, super, l'occasion d'en savoir plus. Eric? Ouais, je prends la suite. Déjà, ravi d'être parmi vous. Moi, je m'appelle Loïc. Euh, comment me décrire? Je suis un passionné par les questions de transition écologique et sociale. J'ai participé à la création de plusieurs projets dans ce domaine-là, euh, dont la fresque systémique, qui aboutit sur la nécessité de changer de système et donc d'atterrir sur un système d'économie régénérative. Euh, pour 2026, je tente le pari de me lancer en indépendant un petit peu à contre-courant de la tendance du marché, mais on y croit. Et donc, parmi les sujets qui m'intéressent, il y a la résilience territoriale, les modèles économiques alternatifs comme l'économie régénérative. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis intéressé de découvrir le travail fait par Nous sommes vivants et les outils. Voilà. Antoine, c'est un tour de table de qui tu es, qu'est-ce qui t'intéresse sur le sujet, enfin, qu'est-ce qui t'amène et qu'est-ce que tu aimerais recevoir dans cette session? Bonjour à tous. Oui, sur mon ordinateur écrit Antoine, en fait, je m'appelle Aude. Donc moi, je me suis inscrite cette année au master Organisation et transition vers un développement durable. Donc c'est un domaine que je découvre, plutôt en mode découverte. Et je suis en transition professionnelle également, pour pouvoir accompagner les entreprises vers la transition. Parfait, un petit tour de table rapide sur Herman, Bao, Senabou, Salma. Je m'appelle Salma Kortoubi, je suis étudiante en première année à Excelia Business School pour le programme PGE et actuellement je suis stagiaire chez Nous Sommes Vivants. Bonjour, je m'appelle Méfir Herman. Je suis étudiant en programme grande école à Excelia Business School et je suis passionné par la finance. Et actuellement, je suis stagiaire chez Nous Sommes Vivants. Bonjour, je m'appelle Seynabou. Je suis en première année à Excelia Business School et actuellement je fais un stage chez Nous Sommes Vivants et je m'intéresse au marketing. Bonjour, je m'appelle Baocham, je suis en première année du programme Grande École aussi à Excelia Business School et pour l'instant je suis plus intéressée par le marketing. Merci. Donc là, on est sur une masterclass. Donc la masterclass, ça vise à plutôt faire passer des éléments, on va dire, théoriques, même si on est chez Nous Sommes Vivants assez pratique. Là, on va parler de business model régénératif à partir de notre outil qui s'appelle le business model Canva de l'entreprise régénérative. Et au-delà du Canva, c'est 5 ateliers pour remplir le Canva.
Je pense que le plus simple, c'est de commencer par un exemple, tout de suite, avant de rentrer par la théorie. Euh, et d'ailleurs, du coup, comme je commence par un exemple, je présenterai l'association Nous sommes vivants après. Donc vous pouvez faire autre chose, m'interrompre quand vous voulez. Euh, Chose importante, euh, après la masterclass, vous êtes invité à faire une session découverte en ligne ou en présentiel. Puis, si vous le souhaitez, au-delà de tout ce que vous auriez découvert, appris, vous former à l'animation et donc devenir consultant en business model régénératif. Et du coup, je me présenterai après. Ça fait 2 ans que j'ai conçu cette approche et notre terrain d'expérimentation de la méthode s'est fait en Hauts-de-France avec la filière ortie dans le textile. Et là, vous avez une des réunions que nous avons. Nous avons toute la filière euh, ortie dans le textile qui est réunie autour de la table et on fait des réunions voilà, à côté de Lille. Et aussi, il y a des personnes en distanciel, en Zoom. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on pose les bases d'un business model régénératif pour l'ortie. Euh, on est parti du textile dans le nord de la France. On utilise les outils et donc on répond à la question quel business model régénératif pour la filière ortie dans le textile. Et vous allez voir qu'on travaille avec d'autres régions. Euh, L'origine, c'est la Perma-entreprise Bastien, qui est donc est une entreprise de tissage. Et il y avait un appel à manifestation d'intérêt pour les régions Grand Est, Hauts-de-France et Normandie, qui portait sur les fibres naturelles à usage textile et matériaux. En bref, ça va être donc l'ortie, le chanvre, le lin, donc des alternatives naturelles au textile synthétique et aussi des alternatives au coton. Et donc la Perma-entreprise Bastien tisse déjà de la ramie qui est une cousine de l'ortie, mais le fil utilisé, donc c'est de la ramie chinoise qui est filée en République tchèque et donc ensuite elle arrive en France. On a utilisé donc on a fait plusieurs réunions avec toute la filière. Là, vous voyez le business model en version grand format pour être rempli au fil de plusieurs réunions. Et donc, chaque réunion nous permet d'avancer dans des sections pour les remplir. L'atelier 1, là, vous voyez euh, notre atelier 1 sur la table avec la chaîne de valeur avec les cartes colorées. Ça, c'est la chaîne de valeur de l'ortie dans le textile. Voilà, au fil de toutes les étapes depuis l'horticulture. Bah, d'ailleurs, ça marche à peu près, puisque à gauche, vous avez les horticulteurs. Au milieu, c'est Emmanuel, Laurence et moi. Ensuite, vous avez Christophe Lemaire, qui est donc entreprise Bastien. Là, vous avez Eura Materials, qui est sur la valorisation des matériaux. Derrière lui, vous avez quelqu'un qui gère une chanvrière et qui donc s'intéresse qui a fait des apports sur quelle ortie couper à quelle taille pour faire quel fil. Et il a une machine qui nous intéresse beaucoup et qu'il déploie déjà. Et à droite, vous avez la région Hauts-de-France. Donc voilà, la première journée, ça a été faire échanger les parties prenantes autour de la chaîne de valeur, que chacun trouve sa place, identifie les autres personnes, dialogue. Donc on fait du design de relations mutuellement bénéfiques sur la base de la chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur, sur l'image de droite, vous voyez qu'il y a une ligne impact environnementaux, sociétaux et économiques, puisque nous réfléchissons en triple impact. Ils ont choisi en fin d'atelier 1 les services socio-écosystémiques qu'ils veulent rendre à travers leur activité économique. Donc à travers leur activité économique, ils veulent que ça bénéficie à la biodiversité, à l'eau, à la culture, au bien-être humain. Et ça, c'est une vision à 10 ans. Dans le deuxième atelier, il y a des personnes qui nous ont rejoints. Et là, on a été plus sur l'atelier 3 d'un coup. Avec cette idée de vraiment se mettre d'accord sur qu'est-ce qui a de la valeur dans ce qu'on fait.
Et donc, on avait travaillé sur, vous voyez à droite, quel type d'ortie, quelle pratique culturelle, pour quel type de fibre, pour quelle propriété de la fibre, puisqu'on fait bien du fil à partir de la tige d'ortie. Comment on la file, quelles sont les propriétés textiles à la fin, parce qu'on pourrait penser que c'est rêche, mais pas du tout, c'est moins rêche que le chanvre, c'est plutôt soyeux dans certains cas, et en bref, c'est assez similaire au coton. Et quels usages au final? Est-ce que c'est de l'habillement? Est-ce que c'est pour des vêtements chauds? Est-ce que c'est pour la pharmacie? Parce que voilà. Il y a des propriétés aussi particulières. Euh, et là, on a aussi fait une partie de l'atelier 2, puisque là, on est sur le Canva des actants qu'on utilise en atelier 2, qui vise à identifier des problèmes que les parties prenantes rencontrent à un moment donné dans leur chaîne de valeur, et d'identifier des parties prenantes qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais qui pourraient venir aider. Donc là, par exemple, c'est là où on a commencé à s'ouvrir en multivalorisation, c'est-à-dire non seulement de l'ortie pour le textile, mais aussi pour les cosmétiques. Et on est souvent en multivalorisation. Euh, donc on est sur un accompagnement de filière sur 3 ans. On a réuni 30 parties prenantes qui viennent à toutes les réunions. On était parti du textile, maintenant on est en hors textile, alimentaire, cosmétique, essentiellement. Notre particularité, c'est d'animer cette filière aussi bien en amont, c'est-à-dire pratique agricole, qu'en cœur d'activité, c'est-à-dire là pour le coup le filage et le tissage, et l'aval, c'est-à-dire les marques et les distributeurs. Euh, on est en multivalorisation pour trouver un modèle économique, parce que le coton qui vient de Chine n'est pas cher. Donc c'est parce qu'on collabore entre plusieurs déjà au sein de la filière et qu'on collabore en multi-filière qu'on trouve un modèle économique viable en étant bien sûr sur cette volonté que l'activité économique contribue à la société et à l'environnement sur son territoire et on est financé par un pays, par des pays régionaux à date. Euh, voilà. Ah bah tiens, nous sommes vivants arrive. Donc peut-être des réactions, des questions avant de rentrer dans la masterclass. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que... Au moins une réaction? Moi, une réaction, moi, c'est ce qui m'avait attiré dans le fait de faire cette masterclass. Désolé, je suis en train de déjeuner en même temps. Euh, C'est l'heure. ouais. C'est le côté, on prend le temps, on réunit les différents acteurs et qui, ouais, je trouvais assez différent d'un certain nombre d'accompagnements un peu one-shot qui sont proposés parfois. Donc j'imagine que ça doit être compliqué à monter comme genre de projet. Mais ça me semble être ce qu'il faut pour essayer de repenser une filière un peu sur de l'amont à l'aval de la chaîne de valeur et d'essayer de prendre en compte les intérêts des différents acteurs pour essayer de construire quelque chose qui apporte pour tout le monde en plus de l'environnement et de voilà. Donc je trouve que la démarche est vraiment intéressante et l'exemple il est parlant. Voilà. Merci. Moi, j'ai une petite question très pratique. Dans l'atelier 2, vous parlez de l'identification d'autres acteurs dans d'autres filières que la filière textile. Ça veut dire que vous les avez identifiés à l'atelier 2 et puis ils étaient présents dans la salle à l'atelier 3. Donc, je reviendrai là-dessus, mais avant de lancer la démarche en conseil, puisqu'on est sur un atelier qui se facture 20 000 à 30 000 euros, on fait une cartographie des parties prenantes par rapport à un sujet donné et on les réunit dans l'atelier 1. Entre les deux, on fait des appels téléphoniques pour voir est-ce qu'ils ont envie de fonctionner, enfin, est-ce qu'ils ont envie de s'impliquer, est-ce qu'ils ont envie de collaborer, est-ce qu'ils ont envie d'innover dans leur façon d'interagir. Mhm. Donc la dimension collaborative et changement de pratique est très importante. Ensuite, dans l'atelier 1, et voilà. Quand on fait l'atelier 2, effectivement,
soit on identifie des parties prenantes de la filière qui ne sont pas là, et où là, souvent ce qui nous arrive, c'est qu'on travaille en multifilière ou en multi... c'est pas toujours des filières, hein. Et dans ce cas-là, dans une animation, on va intégrer les nouveaux en leur demandant de la matinée de refaire l'atelier 1 et de nous rejoindre l'après-midi. Parce qu'en fait, la structure de l'atelier 1 est très très structurante euh, pour tout nouveau arrivant. Si j'ai bien compris, parce que tu as montré, oh, excuse-moi, je tutoie, ou vous, peu importe, Moi, la photo des participants au premier atelier, et j'avais l'impression qu'il n'y avait que la filière textile à ce moment-là. oui, oui, il n'y avait que la filière textile, on est parti en textile. Et puis à la filière, à l'atelier 2, vous vous êtes dit, il faudrait qu'on regarde aussi l'alimentation et le C'est ça. cosmétique. Et Et ensuite, alors, à l'atelier 3, il y avait les acteurs de l'alimentation, de la cosmétique qui étaient là? alors il y a, oui, voilà. Ok, donc ça Jusque, c'est... c'est pas toujours vrai qu'une réunion égale un atelier. Ah oui, ok. Donc c'est ça que je voulais dire, que effectivement, euh, on avance dans les réunions et des fois, on est obligé de refaire l'atelier 1 pour certains qui sont arrivés après. C'est Voilà. ça, ouais. Ou des Et, interviews particuliers ou des choses comme ça, et dans j'imagine. l'ortie, on est en 4 groupes maintenant. C'est-à-dire que nous avons des points réguliers tous les 3 à 6 mois. Et ensuite, il y a un groupe agriculture, il y a un groupe cosmétique, enfin, il y a un groupe textile, il y a un groupe hors textile, et il y a un groupe R&D, ruissage, parce que c'est très très critique. Euh, Ruissage, ça veut dire? ruissage, c'est la pratique qui permet d'extraire un fil d'une branche. Ah ouais, ok. Et donc, toute la qualité du fil est là. Voilà. Et donc maintenant, les sous-groupes travaillent, avancent, et nous animons, non pas, nous n'apportons pas de solution, nous animons leurs points d'échange réguliers à travers la méthode. Donc nous sommes en démarche de facilitation d'intelligence collective. Ok, super, merci. Juste avant de rentrer dans la présentation, très important, avec le Capacity Score que nous venons de lancer, nous avons identifié 4 étapes vers la régénération. Nous, ça fait 6 ans qu'on est sur la dernière étape qui est la régénération. Donc les 4 étapes sont réduire les impacts négatifs, non, limiter les impacts négatifs, réduire les impacts négatifs. Ensuite, il y a restaurer les écosystèmes à l'équilibre et on commence déjà à contribuer. Et ensuite, il y a régénérer. Et régénérer, c'est augmenter les capacités du vivant humain non humain dans les écosystèmes dont l'équilibre aura été préalablement euh, amélioré. Ce qui veut dire qu'il y a différents business models qui se succèdent ou des fois qui fonctionnent en synergie. Et par exemple, il peut y avoir l'économie circulaire, il peut y avoir l'économie de la fonctionnalité, qui toutes deux voilà, interviennent dans d'autres étapes. Et l'économie de la régénération dans la quatrième. Et l'économie de la régénération chez Nous Sommes Vivants, c'est basé sur l'économie de la mutualité. Donc on a la volonté de contribuer, par exemple, sur les sols, à plus de biodiversité dans le sol, au-delà de plus de matière organique morte. Donc on a des indicateurs de vie euh, dans les sols, au-dessus des sols, et quand on parle d'environnement, on parle aussi de social. Et donc l'économie de la mutualité, c'est dire que le capital financier est tout aussi important que le capital humain et tout aussi important que le capital naturel. Donc c'est une logique en triple capital. Et on cherche des liens mutuellement bénéfiques qui se traduisent dans une synergie dynamique d'une filière par co-investir ensemble pour des gains qu'on se répartira équitablement par la suite. Donc l'économie de la mutualité est vraiment, pour ceux qui sont dans l'ESS, c'est vraiment, on est très très similaire. Et l'économie régénérative est définie par Regenesis Institute, en particulier aux États-Unis. Et nous, on se base beaucoup sur un label produit qui s'appelle Regenerative Organic Certified, pour tout ce qui est produit. En France, il y a d'autres acteurs, comme Lumia qui a été cité, qui effectivement théorise ce qu'est une entreprise régénérative. On est assez d'accord sur le fond.
Ceci étant dit, très rapidement, donc nous on est un collectif de consultants, soit en innovation, soit en transformation dans toute la France. On est 50, on est réunis en asso. Notre raison d'être, c'est de travailler avec les entreprises les plus engagées, et on facilite l'innovation et la transformation pour régénérer le vivant. Et donc les impacts que l'on essaye de générer chez nos clients, ça va être régénérer le vivant, biodiversité, des êtres humains en pleine capacité, mieux vivre ensemble sur Terre. Et notre force, c'est de faciliter les relations. On fait ce qui s'appelle du design de relations. On ne fait pas du design systémique, on fait du design de relations. On est sur une approche populaire de l'écologie, qui est le socle un peu théorique de notre approche de l'écologie, puisque nous sommes le collectif de la transition écologique. C'est de penser que les humains ne sont pas forcément mauvais par nature et qu'on peut les accompagner dans l'évolution de leur comportement, et en particulier en les reconnectant à la nature pour mieux vivre tous ensemble sur Terre. On a un volet transformation avec les 3 fresques, on va agir sur les modèles mentaux, et dans le volet innovation, on a agir sur les modèles économiques pour les faire basculer. Euh, donc, sur le business model, c'est un outil, c'est un canevas et une démarche qui permet ou de réduire les impacts négatifs, donc les externalités négatives d'une activité économique, ou de contribuer à la régénération. Donc on est plutôt dans une logique non pas de réduction, mais de contribution avec des impacts ou des externalités positives de l'activité sur un territoire. Ça peut être, c'est essentiel dans la résistance ou la résilience des activités économiques qui dépendent du vivant dans leur territoire, que ce soit les employés, que ce soit l'eau ou la biodiversité. On a des versions sectorielles, vous verrez plus tard. On ne travaille pas qu'avec des entreprises dans l'agroalimentaire, on travaille aussi dans le numérique. Toutes les entreprises sont dépendantes du vivant humain ou non humain. La pensée un peu, comment dire, structurante de c'est quoi l'économie régénérative, c'est d'aller au-delà du développement durable qui est au centre. Le développement durable cherche à faire un compromis entre le profit économique, les gens et la nature. Et en général, le compromis se fait au détriment des gens et de la nature, et au bénéfice du profit économique. Même si peut-être dans la pensée originelle, il y avait vraiment une volonté d'attention équivalente, mais du coup, l'économie régénérative réintègre les activités économiques dans un écosystème d'acteurs économiques, et l'écosystème d'acteurs économiques est lui-même dans un écosystème social, que ce soit les collaborateurs, les habitants, les écoles. Donc il y a un écosystème social autour de l'écosystème économique qui est essentiel, fondamental, et il y a un écosystème de la nature, effectivement. Et donc c'est cette imbrication de façon intégrée qui va être structurante. Et ce qui est intéressant, c'est que autant l'économie durable peut délivrer des impacts à long terme ou à moyen terme, et des fois, et souvent, ça permet des économies. L'économie régénérative, elle est triplement profitable. Le but, c'est d'avoir un écosystème économique, un écosystème social, un écosystème naturel qui en bénéficie, et tout est interdépendant. Et pour certains, pour faire plus simple, on est en post-décroissance, c'est-à-dire qu'après avoir bien réduit, on peut à nouveau repartir en croissance, puisque c'est une croissance saine et contributive. Nous, on ne va pas s'intéresser à l'entreprise, on va s'intéresser aux produits, et c'est via les produits qu'on travaille la régénération. Et c'est comme ça qu'il y a un business model, puisque le business model Canva que vous connaissez est bien sur un produit, et c'est parce qu'un produit se vend qu'il y a un modèle économique. La question, c'est comment ce produit contribue. Le chemin vers l'entreprise régénérative que je vous disais tout à l'heure, c'est un chemin, et toutes les étapes sont fondamentales. Nous, on va se baser sur la CSRD ou les ISO 26000, qui est donc, en tout cas pour la CSRD, les grands groupes, hein. Mais en tout cas, c'est très très structurant, et ça a vraiment changé la façon de réfléchir des entreprises, en particulier avec la double matérialité et tous ces indicateurs que peut-être certaines personnes ne connaissaient moins. Et dedans, on a bien la qualité de vie au travail, par exemple, ou la biodiversité.
Les étapes pour aller vers la régénération, ça va être limité. Donc là, on cherche à avoir des indicateurs qui sont les prioritaires et il va falloir limiter les impacts négatifs. Préserver, ça va être plutôt cette notion de réduire les pressions, par exemple sur la biodiversité ou la nature en général. Donc on essaye de préserver, voilà, ou d'épargner si vous voulez, réduire les pressions. Et restaurer par contre, on restaure les activités dépendent des écosystèmes qui délivrent des services en essayant de les restaurer à l'équilibre ou de restaurer quelque chose qui a été dégradé dans son état initial. On dépasse un net zéro impact, mais c'est des pratiques qui sont souvent sur des écosystèmes et ne considèrent pas les habitants des écosystèmes, alors que régénérer, on ne régénère que du vivant humain non humain, donc on restaure le niveau d'une nappe phréatique, on régénère un banc de poissons, et donc là on va être vraiment sur les capacités des êtres vivants au sein des écosystèmes. La régénération, c'est donner aux êtres vivants, dont les humains, les ressources leur permettant d'être en capacité d'atteindre leur plein potentiel dans leur environnement. Donc le cercle jaune, c'est comme si c'était un écosystème. Par exemple, vous réfléchissez à un écosystème que peut être une rivière, une forêt, une région. Et donc à l'intérieur de cet écosystème qu'on peut regarder comme un écosystème de cycle de l'eau, de cycle de l'air, de cycle de l'azote, nous on va regarder que cet écosystème est un milieu de vie où il y a des êtres vivants, humains, non humains, qui évoluent dans leur environnement et qui ont donc besoin de ressources pour atteindre leur plein potentiel. Et voilà, donc on va parler de nous de services sociaux écosystémiques, c'est-à-dire la société rend des services à l'entreprise, la nature rend des services à l'entreprise, comment l'entreprise via ses produits et services peut rendre ça, contribuer plus qu'elle ne prend, rendre service au territoire et ses habitants. Nous, on a plutôt une approche pragmatique d'application de la pensée régénérative dans des secteurs et dans des filières. Donc, et on remet les lauriers de la régénération tous les ans. Donc, par exemple, si on réduit les indicateurs à 4, carbone, eau, air, biodiversité, conditions de travail, déjà là, on a un bon set d'indicateurs qu'on peut regarder quand on vise la régénération et surtout quand on veut l'atteindre. Tout le but du jeu, c'est que le produit dépasse un net zéro impact négatif pour arriver à une zone où, après ce net zéro négatif, on pourrait devenir contributif. L'agriculture biologique en label bio est un indicateur que le produit est probablement en net zéro impact. En tout cas, il n'y a pas de pesticides quand on mange et il n'y a pas de pesticides qui détruit la vie dans les sols. Et le label bio, selon l'INRAE, le meilleur label pour la biodiversité. Et donc c'est important que ce soit une pratique et que ce soit labellisé par un tiers certificateur. Donc l'agriculture bio n'est pas régénérative, mais c'est le seuil. Ça nous permet d'identifier un seuil à partir duquel on peut aller plus loin pour arriver à la régénération. Quand on a un appareil reconditionné, bah c'est pareil, on peut se dire que parce que c'est un appareil genre un téléphone qui est dans sa seconde vie, on peut penser que les impacts négatifs de la première vie ont déjà été réduits par 2. Dans un bâtiment rénové, certification HQE, c'est un peu la même logique. Si on repart d'un bâtiment rénové et non pas d'un bâtiment neuf, c'est peut-être le socle qui nous permet le plus de mettre en place des pratiques régénératives des humains à travers le lien social ou de la biodiversité, ou autour d'un bâtiment, la nature n'est pas qu'un décor, et que la ville ou la société contribue à plus de forêts, plus de faune, de flore, bah c'est ça qui va nous intéresser. Si on prend un des exemples de produits à visée régénérative, la régénération, ça peut être tout autant Bayer qui dit qu'ils utilisent la juste quantité d'eau, d'engrais et de pesticides et ils parlent d'agriculture régénérative, que Ecotone qui a un lait d'avoine qui est donc du lait d'avoine et pas du lait de vache. Ce lait d'avoine, il vient de Bourgogne, il est bio. En plus, il replante des haies qui sont des abritats de biodiversité. Ils rémunèrent correctement leurs producteurs avec des contrats longs, avec des prix fixes. Et la trajectoire de Ecotone Group auquel appartient Bonne Terre et depuis très longtemps engagé sur les enjeux, sur les filières avec des enjeux biodiversité, juste rémunération des producteurs.
et ils sont le produit en lui-même est Planet Score quadruple A, pesticides, biodiversité, climat, mode d'élevage. Donc on a un tiers qui vient nous dire que quand même on est en quadruple score A, donc on fait partie des meilleurs, et en plus c'est en bio. Donc on peut se dire qu'il y a un fort potentiel dans ce produit pour qu'il soit régénératif. Ils ont déposé un dossier, le jury leur a attribué que le lait d'avoine Bonne Terre, groupé de coton, est un produit qui a plus d'impact positif que négatif sur biodiversité, qualité de vie au travail, juste rémunération des producteurs. Voilà, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ils ont des partenariats durables avec les producteurs, avec en particulier leur coopérative Cosebi, pour garantir un prix garanti. Ils ont des savoir-faire euh, depuis 35 ans dans la bio. Ils vont plus loin que le cahier des charges bio avec des impacts contributifs à la biodiversité. Ils ont des ingrédients et des origines de qualité 100% français en Bourgogne. Ils ont un cahier des charges exigeant ils n'ont pas le Nutri-Score, mais ça aurait été bien. Mais en tout cas, leur recette est sans sucres ajoutés. Et ils ont un programme d'embarquement de leurs parties prenantes, en particulier cette coopérative partenaire Cosebi, puisqu'ils ont un programme qu'ils mènent avec Solagro pour encore améliorer les pratiques. Euh, donc vous voyez là, par exemple, sur le paquet, il est écrit cette avoine est cultivée pour favoriser la biodiversité. Donc en bref, plus on achète ce produit, plus on plante des haies, plus on favorise la biodiversité sur un produit qui est AB, origine française, et sur le dos du paquet, vous avez un exemple de leur contrat avec leur producteur. Sur l'Uni, on va avoir un peu la même histoire, mais c'est un peu différent. Je passe. Sur les lauriers de la régénération, vous voyez qu'on a différents secteurs et que nous, on a un gros focus sur les produits issus de la nature, mais qu'on a aussi l'économie sociale et solidaire avec Alage, par exemple, qu'on a du numérique, qu'on a de l'éducation, que l'on a de la banque, de l'énergie, de l'industrie, avec Pocheco. Donc en fait, la démarche a été éprouvée dans plusieurs secteurs et on arrive à déceler dans n'importe quel secteur des produits régénératifs. Ce qui se passe, c'est que donc ça c'est la logique qui est derrière le business model régénératif, qui dit que ce qu'on veut faire, c'est créer de la valeur mutuellement bénéfique entre parties prenantes. Donc notre but, c'est donc de créer plus de valeur qu'on en détruit sur plusieurs paramètres. Et ce qu'on veut vraiment, c'est créer de la valeur. Et que ça va demander donc une orchestration entre nous pour arriver à dégager cette création de valeur. Et que le but du jeu, c'est d'intégrer un maximum de parties prenantes et d'essayer d'agir autant que possible sans exclusion. Et donc c'est pas que qu'on appelle ça, les actionnaires, par exemple. Et on va aller jusque potentiellement aux habitants, et on va aller jusque potentiellement donner une voix aux vers de terre. Et à moitié, on est sur l'étape 3 de la visée régénérative, qui est donc restaurée, et on va être sur, en particulier, des approches de type économie circulaire pour utiliser moins de ressources. Mais nous, ce qu'on apporte, qui n'est pas dans l'économie circulaire, ça va être le vivant humain non humain, et donc là, ça va être une question d'augmenter les capacités. L'économie circulaire n'intègre pas la biodiversité à date, même si c'est en train de se faire, n'intègre pas la juste rémunération, n'intègre pas le bien-être au travail, n'intègre pas la santé dans sa formule, on va dire, basique. En tout cas, quand il l'intègre, on appelle ça de l'éco-socio-conception. On n'appelle pas ça de l'éco-conception. Et quand on achète un produit où il est écrit éco-conçu, ça n'adresse pas les sujets du vivant, à date. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est augmenter les capacités. Il y a une triple bascule, parce qu'on est en triple comptabilité, People, Profit, Planet. Et People, Profit, Planet, c'est les 3 piliers de la permaculture. Et on va faire une première bascule qui est de les gens vers vivant humain, non humain.
du profit uniquement économique à une logique multicapitaux et une logique de ressources naturelles vers plutôt une logique de ressources qui n'ont pas de prix, qui sont inestimables et qui sont un bien commun. Euh, Alors ça, je passe parce que c'est tout le discours qu'on donne aux entreprises et que j'ai un peu dit. Je l'ai dit. Si ça, je l'ai dit. Voilà, on arrive au Canva. Donc le Canva, ça va être donc c'est un document qui effectivement est inspiré du business model Canva qu'on connaît tous depuis notre école de commerce. Et il y a plusieurs versions déjà de business model Canva qui sont des évolutions du business model Canva qu'on connaissait. Euh, donc la première chose, c'est assez difficile à lire sur cette slide. Euh, Si je reste sur celle-là, ça va peut-être être plus simple. Donc, dans un business model Canva traditionnel, je ne sais pas si vous voyez ma souris là, je pense que oui. Vous avez donc les fournisseurs et là vous avez les clients et vous avez la proposition de valeur qui est là. Ça, c'est le socle du business model Canva traditionnel. On crée de la valeur en travaillant avec ses fournisseurs et ses clients. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai structuré cette collaboration sur la chaîne de valeur du produit en question, puisque on ne travaille que sur un produit-service. Donc, comment crée-t-on de la valeur quelles sont les différentes étapes qui mobilisent les fournisseurs et les clients actuels de façon séquencée, à mon cœur d'activité aval. Donc, ça permet là de poser la question de pour chaque étape, quelle est surtout la destruction de valeur, puisqu'on est souvent confronté à ça, quelle est la destruction de valeur qui a lieu à cette étape, par qui, par quoi, comment. La particularité, c'est que ça va être une réflexion sur le temps aujourd'hui, qu'on appelle le temps 1. Mais la difficulté du développement durable et de la régénération, c'est de réfléchir dans le long terme. Donc, on a introduit une réflexion à 10 ans, c'est-à-dire quels sont les fournisseurs avec lesquels on pourrait travailler dans 10 ans. Et de l'autre côté, il y a les clients qui ne sont pas là aujourd'hui, à 5-10 ans, qui seront peut-être là. Et on retravaille la chaîne de valeur dans une perspective de délivrer des impacts contributifs à partir du produit dans 10 ans. Se pose la question ensuite, à gauche, de la surexploitation des ressources naturelles, des ressources humaines et des ressources financières, parce qu'on peut aussi cramer beaucoup d'argent et ne pas être performant, ou utiliser des fonds qui ne sont pas les meilleurs pour un engagement dans le temps. Donc il y a une réflexion de surexploitation des ressources par rapport, pour être plus responsable, les limiter, les réduire. Ensuite se pose la question, à travers notre redesign de la chaîne de valeur, notre collaboration entre parties prenantes, de la création d'un capital commun. Parce que nous avons collaboré en nous disant que nous voulions améliorer telle chose, eh bien, pour notre territoire, donc nous avons un capital naturel qui augmente, un capital vivant qui augmente, un capital financier qui augmente. Dans 10 ans, nous aurons des chiffres qui nous permettront de montrer que nous avons plus de ressources financières autonomes ou mieux gérées ou gérées sous forme de coopérative. Nous avons un capital financier qui nous permet d'être robuste et de financer une activité en triple impact. Nous avons toujours la proposition de valeur qui va être donc celle que l'on souhaite délivrer dans un certain temps. Et comme là, je vous parlais de 10 ans, la question c'est, parce que pour être régénératif, il faut avoir des impacts prouvés sur son territoire. Ça peut prendre 10 ans. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite gérer les horizons de temps toujours en temps 1 et toujours en temps 10, et on va imaginer une innovation de bascule entre nos deux horizons de temps. Donc on réfléchit selon la méthode des 3 horizons. Horizon 1, maintenant, horizon 10 qui peut être horizon dans 5 ans, hein, c'est pas obligatoirement 10 ans, mais il faut quand même non seulement avoir un produit sur le marché, mais qu'il génère des impacts.
et un horizon 2 qui est donc un horizon de transition, mais vraiment de bascule très forte. En tout cas, on veut trouver le produit qui permet de ne pas, comment dire, de ne pas casser l'activité économique en abandonnant tout de suite l'horizon 1, le produit en horizon 1, et qui nous permet quand même d'arriver à l'horizon 10 de façon sérieuse. Se pose la question de la gouvernance des communs, donc il y a un énorme enjeu de gouvernance dans ces enjeux-là, puisqu'on est sur l'économie de la mutualité et qu'on travaille avec des entreprises qui ne sont pas toujours de l'économie sociale et solidaire. Et donc ensuite, quels sont les indicateurs que l'on va piloter, aussi bien financiers que environnementaux et que sociétaux, sur lesquels on s'engage et qu'on va suivre dans le temps, dans leur évolution. Je crois que je vous ai bien, à peu près bien fait ça. Et surtout, oui, on va essayer, c'est pas très visible dans ce schéma-là, mais vous le verrez plus tard, de réunir toutes les parties prenantes de l'activité économique sur un territoire sans exclusion, quitte à donner une voix à la nature, aux générations futures. Donc voilà, voilà. Ça, c'est compliqué, mais je peux vous le montrer rapidement. Ça, en mode consulting, c'est les étapes. On va cartographier les parties prenantes, on va poser la chaîne de valeur sur le produit qu'on a choisi, on va réfléchir surtout dans un premier moment de limiter l'exploitation des ressources, d'identifier les parties prenantes actuelles qui veulent bien se mobiliser avec nous maintenant, aujourd'hui. Ensuite, on redessine la chaîne de valeur de l'offre future qui, elle, correspond à un engagement régénératif, qui contribue en triple capitaux. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles parties prenantes qui viennent et avec lesquelles il faut tisser des relations mutuellement bénéfiques, ce qui nous permet de basculer d'une proposition de valeur actuelle du produit sur le marché à une proposition de valeur future. Il y a la planification avec les 3 H, action court terme, action moyen terme, long terme, c'est-à-dire que quand on a un but, on fait un backcasting et on met en place un planning d'action qui nous permet d'arriver à terme et on fait un atterrissage comptable. Combien ça coûte, combien ça rapporte, et on est en comptabilité écologique et comment on remonte sur la comptabilité classique. Mais en tout cas, oui, il faut savoir que chaque personne doit savoir combien ça lui coûte, combien ça lui rapporte. Collectivement, on doit savoir combien ça coûte, combien ça nous rapporte. Et on ne réfléchit pas qu'en coût, on réfléchit en triple impact environnementaux, sociétaux et économiques. Ça c'est Orange, puisqu'on a travaillé avec Orange. Donc ce qu'on nous demande les clients, c'est de les aider à définir leur stratégie CSRD. J'ai beaucoup d'indicateurs à suivre, voilà. Explorer de nouveaux business models, c'est une autre demande. Concevoir une innovation impact, c'est chez nous la plus fréquente. Pour Orange, c'était comment je fais de l'ESG by design, c'est-à-dire que quand on conçoit un produit, le marketing où la finance est très présent autour de la table. J'ai des indicateurs RSE global pour le groupe. J'ai du mal à mettre sur la table les informations qui convient pour faire de l'ESG by design. Et on peut aussi travailler à partir d'une certification qui est un point de départ pour la mobilisation, la dynamique d'une filière. Nous avons nous travaillons par secteur et on fait découvrir soit à des consultants, soit en intra dans une entreprise, ce que c'est qu'un business model régénératif en faisant la démarche, en faisant l'expérience sur un produit qui fait sens dans mon secteur. Dans l'agroalimentaire, on est sur une gaufre, ça vient d'un travail que j'ai fait pour un grand groupe d'agroalimentaire sur la compote de pommes France-US. Tout le but du jeu, c'est d'arriver à une gaufre qui est régénérative. Dans le t-shirt, vous avez vu le cas tout à l'heure, on va travailler sur un t-shirt en lin ou en chanvre. Sur le numérique, c'est l'accès Internet via la Livebox. On va être sur les alcools avec en particulier le vin, mais pas que. Et maintenant, on a aussi la dépollution d'une friche. Et nous avons aussi une approche par les consultants qui vendent du service. On va facturer le régène BMC à 5 000 € dans la version découverte en intra, c'est-à-dire une journée voilà, pour découvrir les 5 ateliers dans une même entreprise. Et ensuite, quand on déploie le Canva avec ces 5 ateliers, comme c'est 5 réunions minimum, on est entre 20 000 et 30 000, selon le nombre d'ateliers, mais toujours avec 2 animateurs. Les ateliers. Assez rapidement, puisque c'est très difficile de vous les présenter, mais ça vous donnera une idée des outils qu'on utilise.
l'atelier 1, c'est analyser la chaîne de valeur d'un produit ou d'un service en triple impact et d'en sortir avec des comment dire, que tout le monde ait le même niveau d'information entre quelqu'un qui est au marketing, quelqu'un qui est dans la distribution, quelqu'un qui est sur le terrain, quelqu'un qui n'y est pas, et bien avoir que tout le monde comprenne ce que chacun fait et comprenne les choses en triple impact et qu'on en sorte avec une ambition collective. Donc, par exemple, quand on ne travaille pas avec une filière, on va travailler avec une coalition. Donc là, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Ce sont des cartes avec des informations sur les étapes et les impacts. Et on travaille en amont, cœur d'activité, aval. Il y a très peu d'acteurs qui font les trois. Soit on fait de l'accompagnement de pratiques agricoles, soit on travaille avec un client pour mettre en place sa stratégie RSE, soit on travaille sur la fin de vie du produit, sur les leviers de recyclage. Voilà, là on travaille sur les trois. Et ensuite, on a une chaîne de valeur qui est donc basée sur de l'analyse de cycle de vie, mais de l'analyse de cycle de vie encore plus en multi-indicateurs, puisqu'on introduit les indicateurs biodiversité, santé, bien-être. Donc en fait, c'est une chaîne de valeur qui ressemble assez à ce qu'on fait en analyse de cycle de vie, mais la profondeur des indicateurs est différente, et sinon ça ressemble beaucoup à ce que fait ou demande de faire la CSRD. On va être basé là sur le modèle de Porter. Dans l'atelier 2. L'atelier 2, c'est de se dire, nous avons constaté que pour ce produit existant ou ce produit qu'on voulait créer, aujourd'hui, nous avions cette chaîne de valeur et tels enjeux. Ah oui, j'ai oublié de dire là, oui, il manque une slide. On a normé les indicateurs CSRD des services socio-écosystémiques. Enfin, les services socio-écosystémiques sont normés CSRD. Ce qui permet de mieux travailler parce que ça s'incarne dans du concret et des pratiques d'entreprise. Donc la notion de service socio-écosystémique est devenue assez pragmatique. Ce qui n'enlève rien à l'approche service socio-écosystémique. Ça la norme, ça la rentre plus facilement dans l'entreprise. Donc là, dans l'atelier 2, maintenant on se pose la question de se projeter dans le temps, à 10 ans, et donc on va redessiner cette chaîne de valeur dans un premier temps, celle-là. Hop, on la redessine. Et ensuite, en la redessinant, il y a des freins qui arrivent, des blocages, et on va travailler sur ces blocages avec cet outil qui s'appelle le Canvas des actants, qui va être, si vous voulez, une façon de mobiliser les parties prenantes les plus engagées et de sortir d'un triangle de l'inaction qui est de l'ordre de si je résous un problème, que j'y passe du temps, que je dépasse de l'argent, parce que je suis la personne qui avancera le mieux, j'ai quand même besoin que les autres m'aident. Et si je fais tout et que les autres bénéficient de ce que j'ai fait, c'est pas très équitable. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pose un problème, qu'il y a un actant direct qui va résoudre le problème et un actant indirect qui doit le soutenir. La question est de trouver la relation mutuellement bénéfique qui fonctionne dans une relation donnant-donnant entre les deux. Et on va réfléchir en actant humain et en actant non humain, parce que nous sommes vivants et que nous on pense qu'il faut donner une voix à tout le monde. Et dans les sujets d'agriculture, qui contribue le plus à la biodiversité des sols, ben ça peut tout autant être l'agriculteur qu'un ver de terre. Donc en fait, c'est remettre un peu voilà, d'introduire cette perspective-là du non-humain. Et je vous rappelle que nous, la biodiversité, c'est sérieux et c'est tout aussi important que le bien-être humain. Donc ça résume bien notre volonté de régénération des humains et des non-humains. Ensuite, on va travailler sur une proposition de valeur c'est-à-dire que c'est assez proche de ce qu'on fait en marketing, mais la particularité de cette fiche avec des bénéfices ou des raisons de croire, et donc cette proposition qu'on leur fait à un consommateur final, la particularité c'est qu'on la co-crée avec l'ensemble des parties prenantes. Donc si vous voulez, on fait de la co-conception qui garantit que tout le monde est gagnant, motivé, partie prenante de ce que l'on produit. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que certaines personnes vont plutôt se retrouver dans des bénéfices ou d'autres dans des valeurs, d'autres dans des preuves. Un agriculteur se retrouve souvent dans les preuves. Un fabricant va peut-être plus se retrouver dans des bénéfices.
Un distributeur va peut-être plus se retrouver dans une proposition. Donc en fait, mais tout ça, il faut bien que ça s'enclenche pour qu'il y ait une vraie collaboration sur un produit qu'on a envisagé ensemble. Euh, Ensuite, ça, c'est les trois horizons qu'on utilise pour le backcasting, qui nous permettent de réfléchir à 10 ans, mais de lancer déjà des modifications très importantes cette année et d'avoir probablement une innovation l'année prochaine, quoi. Mais on réfléchit à 10 ans pour se libérer et vraiment voilà, cranter dans le marbre les résultats qu'on souhaite mesurer et obtenir. Et ensuite, ça va beaucoup plus vite que les 10 ans. Et ça, c'est voilà, le modèle des trois horizons qui permet de faire du backcasting. Donc, ça, c'est un résultat. Par exemple, vous voyez, on est en agriculture conventionnelle, on veut aller en agriculture biorégénérative. La bascule va se faire sur l'agriculture bio ou l'agriculture locale pour aller vers la culture biorégénérative. Et il y a déjà beaucoup de travail pour arriver à ce point-là. Mais on veut cranter ce point-là parce qu'on veut cranter le point suivant. Et en dessous, vous voyez, il y a de la mesure, mais il y a aussi un rétro-planning d'actions à mettre en œuvre, hein, qui chacune représente de temps, de l'argent, de l'investissement, une progression collective. Donc, ça fait le lien avec la suite, qui va être donc de savoir comment on fait l'atterrissage comptable, en sachant que nous, ce qu'on veut, c'est que la nature ne soit plus un coût, enfin, qu'on ne veut plus avoir de ressources humaines ou de ressources naturelles, on veut avoir des capitaux humains, des capitaux naturels. Donc, typiquement, dans un bilan, ça veut dire passer des choses qui sont considérées comme des coûts, comme donc, et donc des charges, à l'actif. Et donc, et puisque nous sommes sur du bien commun, chacun, il n'y a pas d'appropriation, mais c'est important de retrouver une part de ce qui a été collectivement généré dans le compte d'exploitation de l'entreprise. Et nous, on va être, enfin, on va un petit peu plus loin que la comptabilité CAR, puisqu'on n'est pas sur un coût de restauration, puisque nous, on est sur de la régénération. Et là, pour être transparent, nous, on est plutôt sur l'économie de la mutualité, donc ce qui s'appelle la share mutual value. La grille, souvent, elle aide à comprendre ce qu'on est en train de dire parce que on va avoir des indicateurs financiers qu'on connaît bien dans le résultat d'exploitation financier. Et il y a des indicateurs qui sont donc extra-financiers qui sont dans le rapport extra-financier des entreprises. Nous, ce qu'on vise à faire, c'est d'avoir une liste d'indicateurs d'impact, par exemple pollue pur ou émet du carbone. Ça, ce sont des indicateurs d'impact qu'on souhaite réduire. Et donc, quand on vise la régénération, il y a la réduction de la pollution de l'air pur ou de la réduction des émissions carbone. Et il y a une graduation des efforts à faire par rapport à des échéances de temps. On peut décider de réduire de 10% en 2035, comme on peut décider d'être en net zéro impact carbone en 2050. En tout cas, il y a une grosse barre noire qui est le net zéro, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mon activité, enfin mon produit pour nous, ne pollue plus l'air. Et donc à partir de là, se pose la question de comment on purifie l'air, comment on produit purifie l'air. Donc c'est le même indicateur, mais c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes démarches, c'est pas les mêmes outils. Si on prend pollue l'air potable, quand on est en agriculture bio, on ne pollue plus l'air potable à partir de 2 ans d'activité où on est certifié bio. Et donc se pose la question de qu'est-ce que je fais pour rendre l'eau potable. Par exemple, voilà, il y a plusieurs façons de le faire, mais les techniques ou les approches pour limiter la pollution de l'air potable ne sont pas les mêmes que celles qui rendent l'eau plus potable. Dans nos références, donc en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, mais en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille par filière. Donc, on a des Regenerative Circles qu'on a lancés, c'est-à-dire qu'on a Regenerative Circle écosystème pour les acteurs du conseil régénératif, tous les acteurs qui accompagnent les entreprises vers la régénération. Ça peut être une fresque. Comme ça peut être de l'aide à rédiger des feuilles de route, comme ça peut être de l'aide à mobiliser des parties prenantes. Et puis, donc voilà, ça c'est le premier Regenerative Circle. Pour l'instant, on est dans une phase de
réunion des parties prenantes et ensuite on déroulera 5 sessions avec les 5 ateliers du business model pour arriver à créer plus de valeur ensemble dans les territoires. On a la même chose sur les activités liées à l'agriculture que peuvent être l'alimentation, le textile, les cosmétiques, le vin. Et on a la même chose sur le leadership qui est développer la posture de leadership. Et donc ce sont des parcours qui ne sont pas par marque, mais qui sont multi-marques, multi-acteurs. Nos références, donc l'ortie, donc Orange, j'en ai parlé. On travaille avec L'Occitane sur Melvita pour aller voir le COMEX et les convaincre que c'est économiquement intéressant d'aller dans la régénération et comment le faire. Ou voilà, j'ai travaillé avec Belle sur la compote de pommes dans une expédition France-US avec des interviews de consommateurs, de pommiculteurs, de points de distribution et de personnes qui innovent dans l'agroalimentaire en France aux US. Sinon, on a collaboré avec la Convention des entreprises pour le climat, avec 70 entrepreneurs en Normandie. Et sinon, on a aussi travaillé avec l'incubateur Gisenco pour les startups. Voilà, je vais prendre quelques questions et peut-être qu'on termine à 14h15. À moins que vos questions me lancent sur un nouveau document. Merci pour la présentation, Jérémy. Moi, j'avais une question sur euh, dans la phase des 5 ateliers. On voit qu'en amont et en aval, il y a beaucoup de choses sur les données, notamment triple capital et tout. Et donc, je me demande, est-ce que dans le collectif, vous avez des spécialistes de ça, ou est-ce que ça fait, enfin, les clients doivent avoir cette capacité à mesurer ça de leur côté? C'est idéal si on travaille avec une entreprise qui est en CSRD comme Orange et qui a pas mal de données, mesure en double matérialité avec leur matrice en double matérialité. Mais même dans ce cas-là, ils ont des données corporate, ils n'ont pas des données sur le produit. Ensuite, si on prend une analyse de cycle de vie, souvent elle n'est pas sur l'ensemble, enfin, elle est pas sur l'ensemble des indicateurs qu'on souhaite et elle ne porte pas, euh, elles sont parfois moins exhaustives en termes de- d'étapes de la chaîne de valeur. Donc, mais par contre, ce qu'on fait, c'est que, ou alors quand on travaille avec la permanente entreprise Bastien, on est clairement sur une entreprise qui fait du reporting, mais qui ne mesure pas, enfin, qui n'a pas la capacité de mesurer tous ces impacts, mais qui a mis en place des pratiques exemplaires. Et donc, ce qu'on fait en général, c'est que ce sont des données, on croise, enfin, on, on peut consulter des données qui sont confidentielles, mais on fait beaucoup de recherches pour trouver un produit similaire. Par contre, dans l'atelier 1, vu qu'on travaille différemment, il y a des grosses prises de conscience. Par exemple, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit: Ah, mais moi, quand j'achetais mon shampoing, je pensais vraiment que le problème c'était la bouteille en plastique. Du coup, maintenant, j'achète un produit sans contenant. Mais je ne savais pas que les ingrédients avaient un impact aussi délétère sur la biodiversité à cause des pratiques culturelles. Donc en fait, la perspective de quels sont les impacts négatifs et ça se passe à quelle étape de la chaîne de valeur, dans notre façon de réfléchir, on n'arrive pas, enfin on arrive très fréquemment à d'autres résultats. Mais c'est juste que voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Un produit éco-conçu n'intègre pas le vivant. Je ne sais pas qui a décidé ça. Hmm. Et quand tu es dans un nouveau secteur, sans faire, excuse-moi Loïc, je rebondis sur ce que tu as dit, sans faire une ACV complète, ce qui demande beaucoup de temps et beaucoup de ressources, Hmm. comment est-ce que tu peux, au-delà, on peut faire du qualitatif en disant, en listant les différents impacts positifs, négatifs qu'il y a à différentes étapes. Déjà, rien que ça ouvre les yeux. Mais pour rebondir sur le commentaire de quelqu'un qui disait, je ne savais pas que le principal impact c'était là plutôt que là. Si c'est le principal impact, c'est qu'on a quantifié d'une certaine façon. Donc, comment est-ce qu'on peut, au-delà de ce qu'on trouve facilement dans la littérature et que ChatGPT va peut-être nous donner sous réserve de confirmation, euh, comment est-ce que tu fais quand même une mini pré-quantification ou est-ce que tu fais une recherche avant d'animer un atelier? Enfin, comment est-ce qu'on fait? Les cartes sont prêtes.
Les cartes sont prêtes pour l'atelier 1. Donc oui, il y a une recherche, on va dire desk research, que tu as, sans passer par l'IA, de collecte de données qui donne des éléments d'appréciation. Mhm. Mais c'est toujours extrêmement difficile de dire, quelqu'un qui dit, euh, enfin, qui pourrait dire que l'impact sur le carbone est plus grave que l'impact sur la biodiversité? Mais quand on voit que dans l'agroalimentaire, 70% de l'impact carbone a lieu à cause des pratiques agricoles, parce que l'agriculture, c'est le deuxième secteur dans les émissions de carbone et de méthane et machin, machin, en fait, les gens n'avaient pas réalisé ça. Mais pourtant, on a les chiffres. Mais voilà. Et ensuite, il y a des gens qui disent, quand ils voient les chiffres sur la biodiversité ou quand ils voient des éléments d'appréciation sur la maltraitance animale, ils n'avaient pas conscience de ça. Et donc, il y a une pondération qui se fait en chacun entre, pour moi, dans mon activité professionnelle, qu'est-ce qui est le plus important et comment on réfléchit. Enfin, voilà. Euh, et, et où est-ce que mon activité vraiment est la plus dommageable, même au-delà de moi, ce qui me touche le plus. Et comme on réfléchit en triple impact environnemental, sociétal et économique, à la fin, on a bien une focale sur ces trois-là. Et on ne peut pas avoir de visée régénérative si on n'est que sur de l'abiotique, c'est-à-dire carbone, eau par exemple. Il faut qu'il y ait on peut viser la régénération, euh, ou avoir une ambition régénérative, mais pour avoir un produit qui est régénératif avec enfin, des impacts contributifs au vivant, il faut avoir biodiversité, santé humaine, qualité de vie au travail, par exemple. Donc ça veut dire que avant d'animer l'atelier, le facilitateur, il fait du desk research pour avoir déjà, pas une ACV complète, mais il essaie Ouais. de voir quand même Et quelles en sont fait, les grandes catégories d'impact, les et on grandes fait ça étapes. on fait ça en même temps que la cartographie, parce que c'est un peu la même logique Oui, d'identifier c'est ça, mais il met déjà quelques chiffres dessus avant d'animer l'atelier. Voilà, et là en ce moment on se dit que peut-être dans certains cas on peut avoir des informations sommaires et que les participants eux-mêmes remplissent quoi. Mais bon, moi j'aime bien quand Ouais, c'est bien ouais. fait et que tous les points sont couverts. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir les choses sur la table que chacun lit et partage que d'avoir des présentations PowerPoint qui se succèdent. Il y a quelque chose de l'ordre de la facilitation de l'intelligence oui, de l'intelligence collective par la prise de conscience des faits qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus appropriable en mettant les choses sur la table. Mais c'est un peu la logique d'une fresque en fait. Quand tu retournes la carte, saviez-vous que C'est machin, ça. et alors là, les gens ouvrent des yeux en disant ah mais non, je ne savais pas que c'était si C'est grave ça, ou ça va machin. beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus vite Ouais. et c'est plus incarné parce que chacun prend la parole et on finit en général un atelier 1 où les gens disent ah je comprends mieux ce que tu fais, toi j'ai l'impression que vous comprenez mieux quels sont mes enjeux, je n'avais pas conscience de ça et puis ils doivent se mettre d'accord, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne pense qu'à de l'argent, c'est pas mal. Mais dans le groupe, il y a un ensemble d'intérêts qui sont chacun pris dans leur diversité et tout le monde doit être d'accord à la fin. Ouais. Ok. On ne peut pas ne satisfaire que deux personnes sur 20. Il faut que Et tout le monde soit d'accord. Mm. moi, j'ai une question dans la présentation. Vous parlez essentiellement de grands groupes, grandes entreprises, Mm. etc., et avec des outils de pilotage qui correspondent aussi à ces grandes entreprises. Mm. Est-ce que vous travaillez aussi justement avec le tiers secteur, avec des modèles socio-économiques hybrides et des TPE, enfin voilà, qui sont pas forcément sur des modèles déjà uniquement de profit, qui sont à lucrativité restreinte, etc. Enfin, est-ce que ça fait partie en tout cas de la galaxie d'acteurs avec lesquels vous travaillez? Alors, donc là, il y a cette année la volonté puisque nous sommes économie de la mutualité, de travailler plus avec le secteur de l'ESS. Ce qui a été dit dans les lauréats de la régénération 2025, qui est pas gravé dans le marbre, hein, mais c'est qu'il y a un modèle économique si il y a au moins un tiers de l'argent qui ne vient pas de subventions. C'est-à-dire que si c'est purement des subventions, il n'y a pas de modèle économique. Et donc il y a un intérêt en ce moment d'aller voir des acteurs qui ont dans leur ADN déjà la bonne gouvernance, enfin qui ont déjà une gouvernance de ce type et qui dans leur création, ont la volonté d'un impact sociétal et l'ont déjà démontré. La question est maintenant comment sans casser leur dynamique d'impact, aller chercher de l'argent privé. Hmm. Et donc ça, c'est un vrai enjeu.
Et il faut un petit peu revoir peut-être notre façon de présenter au début. Euh, et c'est vrai que moi, personnellement, je me suis beaucoup intéressé à la biodiversité. Alors, historiquement, je suis plutôt... enfin, j'ai grandi plutôt avec des enjeux sociétaux en tête. Ensuite, il y a 10 ans, je ne sais pas pourquoi, la biodiversité est devenue quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et là, et maintenant, j'ai envie beaucoup plus d'équilibre entre biodiversité, enfin, enjeux environnementaux et sociétaux. Et de toute façon, la régénération, on ne peut pas avoir un produit qui contribue qu'à la société et pas à la nature, ou qu'à la nature et pas à la société. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec Alage, où c'est dans le SS, une entreprise qui fait de la réinsertion professionnelle à travers euh, des serres pour les fleurs. On peut avoir Jardin de Cocagne. Dans le SS, il y en a plusieurs qui sont en format coopératif dans ceux qui ont gagné, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est de l'ESS. Dans les lauriers, il y avait l'intervention de groupe SOS, par exemple. Mm. Donc ces acteurs-là, ou ces acteurs de la santé, il y a... mais c'est vrai que ce qui est difficile, c'est qu'il faut que enfin, faut que les acteurs de l'économie sociale et solidaire intègrent la dimension environnementale. Au moins en impact net zéro et voilà. Mm. Et c'est pas toujours le cas parce que, enfin voilà, je crois que vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais par contre, je crois que c'est Médecins sans frontières qui disait aujourd'hui on peut plus penser le monde sans la nature parce qu'on est tous dépendants du monde, quoi. Donc il y a cette prise de conscience dans l'ESS et l'opération Milliard où Bastien Civil vraiment intègre la dimension environnementale et sociétale et parle de vision. Donc il y a une grosse évolution de ce secteur qui va dans et voilà. En tout cas, on est le partenaire le plus approprié dans cet écosystème d'acteurs puisqu'on est basé sur l'économie de la mutualité. Mm. Et peut-être une deuxième question, pardon, parce que effectivement dans le secteur culturel, il y a eu quand même pas mal de démarches sur la réduction des impacts. Enfin, il y a eu beaucoup de Mhm. feuilles de route, même si personne n'est arrivé, on va dire, au bout de la démarche, évidemment. Mais c'est pour ça que je trouve que cet enjeu de régénération, pour aller au-delà, il est intéressant. Et moi, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose à chercher aussi du côté enfin, de coupler cet enjeu de régénération avec aussi une forme de robustesse du secteur, parce que nous, on Mhm. est dans un secteur culturel qui est très fragilisé en ce moment. Tout à fait. Et est-ce que ça fait partie de votre approche, c'est-à-dire comment on se renforce mutuellement, enfin, entre parties prenantes, y compris pour assurer une stabilité à long terme d'un secteur qui pourrait être menacé aussi dans l'impact positif qu'il apporte? Enfin, Alors, on ne fait que tisser des liens mutuellement bénéfiques et s'engager sur 3 ans, si ce n'est 10. Donc, donc j'ai envie de dire oui. Euh, donc c'est une démarche qui permet la viabilité à court, moyen, long terme parce qu'on regarde, enfin comment dire, on pense, enfin, je sais pas si je dois dire je. Oui, je veux dire je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse investir sur 10 ans sans avoir une rentabilité au moins à 3 ans, ce qui est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on ne peut pas plomber nos comptes de résultats en année 1 parce qu'on n'a pas le cash. Donc en fait, c'est vraiment parce qu'on s'engage mutuellement et on co-investit mutuellement qu'on y arrive. Et encore faut-il que ce soit vraiment de l'intérêt mutuellement bénéfique. Mais une fois qu'on arrive à faire ça, on avance, quoi. Donc oui, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler la robustesse d'un secteur ou la robustesse et se focaliser, c'est-à-dire que on se focalise sur quelle étape de la chaîne de valeur. On essaye de créer de la valeur, oui, mais laquelle? Euh, L'énergie se concentre. C'est pas quelque chose que l'on fait en plus qui demande encore plus d'énergie. C'est comment on utilise au mieux nos ressources aujourd'hui pour les mettre au bon endroit pour que ça soit bénéfique pour moi et pour toi. Donc c'est pas forcément un truc en plus, quoi. Donc dans le culturel, on sait par exemple que la culture favorise l'attractivité territoriale. Mais à un moment donné, comment on se met d'accord pour vraiment préciser cette contribution et la valoriser? C'est pas juste enfin, je fais ça là et du coup ça fait ça là-bas. C'est vraiment se poser sur quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire, pour qui, comment. Et cette précision-là permet de,
comment dire, d'avoir une rémunération pour service rendu. Donc dans l'agriculture, ça va être, voilà, je plante des haies, je contribue à la biodiversité, mais bon, qui me paye mes haies? Bah, ça peut être l'agence de l'eau. Mais cet argent, s'il va à quelqu'un d'autre qui lui, enfin, moi je dois prouver que c'est moi qui dépollue, enfin, qui contribue le mieux à de l'eau potable ou à la biodiversité. Dans ce cas-là, c'est moi qui mérite le plus cette aide. Donc vous voyez, il y a une réflexion quand même de qui fait quoi et de parler vrai. Voilà. Dans l'UNI, ce qui est intéressant, c'est que donc les petites histoires pour enfants, c'est que c'est un acteur du numérique et que il contribue à l'imaginaire des enfants. Donc il y a une liseuse et ils sont acteurs de ces histoires qui stimulent, enfin qui enrichissent leur, voilà les éveillent par les imaginaires. Et le problème, c'est l'impact délétère du numérique sur sur l'eau, sur les émissions carbone, sur voilà. Euh, donc même si c'est pas un téléphone portable, c'est une liseuse et il a fallu quand même qu'on regarde très très précisément que la console est 97% recyclable, réparable, et que ensuite ils arrivent quand même à 20% de liseuses de deuxième main en circulation, ce qui est quand même beaucoup dans le numérique. Donc on a considéré que, et puis ils ont une trajectoire vraiment d'amélioration, d'éducation des usagers sur la réparation, la réparabilité, tout ça. Donc, et ensuite, donc oui, bah oui, ils contribuent socialement à éveiller nos enfants. Donc on peut dire qu'ils sont contributifs. D'autres approches pourraient dire c'est une start-up à impact et ils sont moins rigoureux sur la réduction des impacts. Ce n'est pas parce que mon activité, comment dire, parce que je suis sur une alternative. Enfin, il y a beaucoup de calculs de impact évité. Parce que je fais ça, les gens ne consomment pas ça, donc je dis que je fais de l'impact évité. Mais je regarde pas moi mes propres impacts. Donc ça m'énerve beaucoup. Il y a beaucoup de startups qui disent je fais du digital, qui disent je suis startup à impact, ils n'ont pas limité, réduit leurs impacts environnementaux. Et, des fois, on dit que le fait un Doctolib n'est pas forcément, par exemple, une entreprise à impact. C'est pas parce que je suis dans le secteur de l'impact sur la santé que je fais de l'impact. Ils le seront le jour où, je sais pas, moi, il y aura euh, euh, la possibilité de trouver facilement un médecin conventionné, remboursé 100% par la sécurité sociale, ou je verrai clairement si moi je suis récemment arrivé en France, où aller me faire soigner alors que j'ai pas ma carte vitale. Ça, le jour où ils font ça, ils seront peut-être effectivement impact sociétal. Donc à un moment donné, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, moi j'ai quand même plus de rigueur sur start-up à impact ou entreprise à impact que d'autres. Oui, moi je voulais revenir sur le type de personnes qui viennent et qui peuvent bénéficier des ateliers. Oui. Dans ton exemple de la filière de l'ortie, à part la personne de la région, qui était, je suppose, le sponsor financier une bonne partie de la démarche, c'était surtout des acteurs privés. Oui. Est-ce que tu as l'habitude d'intégrer les acteurs du secteur associatif et du secteur public dans la réflexion, en particulier pour co-créer des solutions, des transformations de filières ou d'autres, ou de création de valeur sur les territoires? Donc on rentre essentiellement sur un acteur économique parce qu'en fait, enfin, les acteurs gouvernementaux sont peut-être un peu submergés et il y a des dimensions politiques un peu inextricables. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas de subvention quand on est parti et que la région a vu qu'il y avait un dynamisme et s'est dit, je vais vous aider à trouver une subvention. Mais sinon, il n'y avait pas de subvention parce la région est déjà sur le lin, est déjà sur le chanvre et l'ortie, c'était un peu la dernière de leur priorité, quoi. Et donc, qui a décidé de lancer la démarche et comment est-ce que C'est c'était prévu le l'entreprise, financement du premier atelier par les acteurs de la filière ortie? bah, c'est la perma entreprise Bastien qui m'a dit, je crois vraiment que l'ortie, parce qu'elle peut être multivalorisée, mérite qu'on s'y intéresse et aide-moi à mobiliser les acteurs. Et ensuite, une subvention est arrivée. Ok. Donc ensuite, on travaille avec d'autres acteurs économiques pour trouver des dynamiques ensemble, qui contribuent au territoire et qui peuvent donc être des objectifs du territoire. Euh, donc, enfin, les objectifs d'un territoire sont divers et variés, mais c'est souvent quand même nombre d'emplois créés, investissement dans des machines pour rendre l'emploi non délocalisable.
Voilà, c'est pas, des fois, c'est pas. Après, il peut y avoir voilà, par exemple l'Occitanie, développement de filières bio, ou des fois dans le tourisme, on a vraiment des engagements intéressants, et des fois, c'est des entités gouvernementales qu'on connaît moins bien, comme les grands sites de France. Euh, qui sont très engagés, très actifs, très performants sur le terrain, mais on n'y pense pas. Voilà. Donc, ensuite, on peut avoir des startups ou des associations. On va beaucoup avoir d'associations, par exemple, pour trouver qui va parler pour la nature. Puisqu'en fait, l'autre jour, on réfléchissait sur les abeilles, par exemple. Et on m'a dit, bah, il n'y a personne d'autre à part les apiculteurs. Je me suis dit, mais est-ce que les apiculteurs, c'est vraiment la bonne personne? Donc oui, il nous faut trouver des ONG diverses et variées. Ça peut être des acteurs du monde éducatif, souvent aussi, voilà, ou des labels. Après, les startups, je veux dire oui, mais là, par exemple, sur la filière ortie, on a une question de microfilature, donc on pourrait se dire que enfin, quelque part, nos acteurs ont des labos enfin, comment dire, ont des labos dans leur labo, puisqu'on a beaucoup de labos dans la filière ortie. Donc, on pourrait dire que ce sont des startups puisqu'ils ont des labos et qui peuvent faire des expérimentations, des POC à micro-échelle pour nous faire avancer. Donc, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, parce qu'à un moment donné, il faut quand même faire un proof of concept, comme on dit. Mais enfin, on a beaucoup d'enjeux de recherche et développement, d'identifier des solutions pour des problèmes, mais on a encore plus de gros enjeux pour monter à l'échelle. Mm. On a encore plus d'enjeux sur, une fois qu'on a bien mis les bases, comment on arrive à garantir une qualité et une quantité pour avoir des industriels qui nous suivent. Donc nous, on est quand même plus sur ces enjeux-là que une expérimentation que l'on va mettre dans son rapport RSE en disant qu'on a fait un essai. Nous, ce qu'on vit, c'est un produit sur le marché. Ouais, ok. Il faut que voilà, voilà. Et de mon expérience, moi, voilà, je viens du digital. Une fois que l'entreprise fait 10% de son chiffre d'affaires dans le digital, c'est toute l'entreprise qui bascule. Mais tant que ça fait 0,1%, il n'y a personne qui bouge. Parce qu'on a le temps. Non, la culture, ouais, je trouve ça vraiment intéressant. J'avais pas pensé. Merci. Camille, si tu veux, on se reparlera. Et moi, je pense que je vois à peu près ce qui est à faire. Et je sais qu'il y a un vrai besoin dans l'économie sociale et solidaire et le monde de la culture. Je serais ravi d'aider, même sans être payé dans un premier temps, quoi. On a besoin de cette culture qui nous Et, relie dans ces temps, et ces temps obscurs. d'ailleurs, tu parlais de comment on fait parler les vivants non humains, mais il y a eu Mm. justement des acteurs culturels qui se sont penchés sur ces questions. Ah bon? Par exemple, il y avait tout un projet il y a quelques années qui s'appelait les auditions du Parlement de Loire, Ah oui, qui a c'est vrai. été porté par le Polo, voilà, à Saint-Pierre-des-Corps. Ouais, Mais il j'aime y a eu beaucoup. comme ça, il y a aussi le bureau des guides à Marseille, qui est un peu sur ces démarches d'associer des scientifiques, des artistes, etc. Donc, Mm. enfin, en tout cas, voilà, il y a des croisements peut-être qui peuvent être, Ah, ravi qui d'en peuvent. savoir plus. Et nous, on a fait une pièce de théâtre que je mets dans le chat, La Grande Bascule. Ok, Ouais, je vais aller voir ça ça. montre dans le chat, là. Euh, oui. Ouais, c'est un COMEX et les participants peuvent intervenir dans les décisions du COMEX. Je me demande si ça Ok. a marqué dans le chat ou si je suis parti ailleurs. Ouais, je suis parti ailleurs. Voilà, je sais dans le chat. Bon, bah super, bah, merci beaucoup. Donc, les sessions découvertes pour ceux qui veulent s'arrêter là, c'est très très bien, hein, parce que vous avez probablement, ça vous a voilà, inspiré, donné des idées, etc. Si vous voulez aller plus loin, c'est ici que se trouvent les sessions découvertes. Boum boum. Parce qu'en fait, c'est très difficile. Enfin, nous, on est pratique en fait. Donc, nous, comment dire, voilà, c'est l'application qui est intéressante. Euh, avec ce que ça provoque, en quoi ça fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment, voilà, aller découvrir nos outils. Et ensuite, les formations, c'est pour plus tard. Mais si jamais vous voulez mettre les dates dans votre agenda. Ouais. Et pareil, vous n'êtes pas obligé, c'est pas un processus où vous êtes obligé de faire quelque chose, quoi. Oui, Juste pour dire, moi je dois filer. Merci beaucoup.
je t'en prie. Et je vois que les liens que tu nous as envoyés, ils sont en plus dans tes Tu mails, nous hein. avais déjà, toi, Damien. Mais, Ah oui, il me voilà. Et semble. sinon, Camille, c'est vraiment le premier où je serais curieux d'avoir Ok. votre Merci beaucoup en tout cas. Merci, Belle Damien. continuation. Au revoir. Peut-être Loïc, tu restes parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, sûr. Eh Bon, ben, merci, en tout cas, Camille. merci et à Merci, bientôt peut-être. Camille. À bientôt, Ouais. peut-être. Ouais. Moi, je suis à Paris. On est pas mal à Lyon. T'es dans quelle région? Moi, je suis à Lyon et nos bureaux sont à Lyon. Après, on est sur tout le territoire Aura, mais voilà. Bon, super. Merci bien. Merci, Bonne journée. Camille. Ouais, à bientôt. Au Antoine, revoir. non, c'est pas Antoine d'ailleurs, c'est. On l'a pas entendu. C'est Aude, je crois. Aude, oui. Ouais. Hop, ok. S'il te plaît, Salma, est-ce que tu peux éteindre l'enregistrement? D'accord. Donc tu appuies sur arrêter.